J'aimais Charles, et je veux lui offrir à l'instant de son grand départ 4 vers d'Aragon. Écoutez, contre le chant majeur, la balle, que peut-elle? Sauf contre le chanteur, que peuvent les fusils? La terre ne reprend que cette chair mortelle, mais non la poésie. Charles, cet homme qui aimait lever le poing, antiraciste scrupuleux, était un poète qui chantait avec ses dessins. C'est un des grands monsieur du crayon malicieux et décapant, parlait avec des traits noirs sur des pages blanches. Il dessinait rond, mais il pensait aigu. Il restera dans nos mémoires parce qu'il fit de ses croquis fulgurants la probité de l'art. Avec son crayon rieur, il atteignait l'élémentaire de la vie, comme l'eau, l'air, le feu, la terre. Sa démarche était profonde, son écho fut immense. Il disait « Je n'ai pas l'impression d'égorger quelqu'un avec mon feu ». Il ressemblait à ce que Roger Vaillant appelait la singularité d'être français. Il avait la faculté du respect, mêlée à une grandeur d'âme. Il osait, il était hanté par le droit à l'existence pour tous, comme l'énonça Robespierre. Cela le conduisait à souffrir qu'un enfant en Rome n'ait pas droit à une sépulture, que des émigrés soient abandonnés par milliers sur les bateaux en Méditerranée, devenus tombeaux pour des centaines d'entre eux, que des jeunes de banlieue se soient révoltés en 2005 et que les puissants l'aient si vite oublié, que la Palestine, reconnue depuis plus de 60 ans par l'ONU, ne connaisse que le sort tragique de sa population occupée. Voilà ce que criaient entre autres ces caricatures éclairées. C'était un homme des hauteurs qui se compromettait sans cesse avec la personne humaine. Il était malheureux de voir le monde s'abandonner aux différences, indifférentes aux autres différences. Il était, c'est si rare, un singulier collectif dans notre société, blessé par la censure avec un S et la castration mentale. Selon Bernard Noël, Charles était toujours sur la brèche avec une insolence folle d'humanité et pensait toujours dans l'instant à réagir. Si ce n'est pas encore, alors qui? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Ces deux questions décisives et les réponses suggérées, décidées qu'il y donnait, doivent nous inspirer et nous conduire à l'action sans peur et sans haine. Devant son cercueil douloureux, engageons-nous à ne plus jamais nous taire dans l'esprit de cette pensée salvatrice et courageuse de professeurs du lycée de Corbusier à Aubervilliers. Ceux qui ont tué sont des morts de France. Ils ajoutent: alors ouvrons les yeux sur la situation pour comprendre comment on en arrive là et quelle part y avons-nous. Charles était un urgentiste de la dignité. Contre ceux qui veulent la liberté pour le mal et sont prêts à tous les crimes, opposons notre exigence de liberté pour le bien. Charles, notre immabriable ami, comme ses 4 autres compagnons dessinateurs assassinés, était un souffleur de conscience. Il nous a fait jubiler dans un monde désapprouvé et nous a transmis une énergie, un état d'expansion, un élan et le sauf-conduit pour se dresser, se mettre debout et construire un nouveau commencement en ouvrant les issues fermées. Il rêvait d'un monde où le peuple serait enfin populaire. Cher Charles, cher Stéphane Charbonnier, tes doigts talentueux
nous ont donné pour toujours des dessins de lucioles. Nous t'en sommes immensément reconnaissants. Je ne suis pas seulement triste de t'avoir perdu, je suis surtout heureux de t'avoir connu. Mieux vaut une courte évocation qu'une conférence. Mieux vaut un coup de crayon qu'un coup de poing dans la gueule. Mieux vaut un feutre, un stylo qu'une kalachnikov. Mieux vaut un salut amical et tendre, une pensée cordiale et émue, un hommage sincère et affectueux. Salut Charles. Quand on s'appelait, je disais « Bonjour mademoiselle Charles ». Il répondait « Bonjour madame Morel ». Et on se posait des questions d'importance. Comment vont vos jambes? Ça va? Et la hanche? On jouait à être deux vieilles dames cacochines et un peu poseuses, absolument sans raison. On se disait des bêtises, deux, trois conneries qui nous faisaient bêtement rigoler, parce que Charles, qui était toujours disponible, avait une vraie tête de copain. On a même fait un spectacle ensemble. Il était venu à Châlons-en-Champagne, accompagnant Cabu. Il dessinait, je chantais, il commentait, illustrait, prolongeait les chansons, offrant des surprises, des improvisations et des éclats de rire. S'il n'avait pas également été escorté par deux policiers avec qui il avait les relations les plus cordiales, on aurait pu croire que le monde était inoffensif. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était chez le docteur. Ce fut une belle soirée avec de la rigolade, des amis. Comme Cabu, heureusement, était encore là, on a eu droit à du jazz, du traîné et des desserts à foison. Quand on s'est quitté, on s'est dit que ce serait dans ma maison la prochaine fois qu'on dînerait ensemble. Tu étais d'accord, on t'attend. Plutôt parler de mon pote, de mon camarade. Un grand discours, j'en ai fait un lundi, devant 1000 amis à toi, Charles, des communistes, des amis, toute la grande famille de l'humanité qui nous avions réunis pour te rendre hommage et pour rendre hommage à toutes les victimes que nous associons évidemment encore ce matin à l'hommage que nous te rendons. On était 1000, tu aurais dû être là parce que tu étais toujours là avec nous. Je n'oublierai aucune de nos rencontres. La première, il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, quand on a créé les pages Cactus de l'Humanité Dimanche. 2 pages de libre dessin et 2 heures de folle rigolade chaque semaine pour décider les dessins qu'on rendrait. Et puis la dernière, en décembre, quand tu m'avais appelé pour qu'on t'aide à déposer un amendement, moi qui suis depuis devenu sénateur, pour qu'on t'aide à déposer un amendement à la loi sur la presse pour faciliter les bons aux journaux en difficulté. Et tu me disais, tu sais, on ne sait pas si on va passer 2015. Tu me parlais de Charlie, du journal, dont les caisses étaient à ce moment-là vides. Tu ne me parlais pas de toi, pas de vous, pas de l'équipe de Charlie, bien sûr. Eh bien, je veux te le dire, ça y est, Charles, on y a travaillé en décembre. Et ton amendement, on en a fait un projet de loi. Et on l'a déposé lundi. Et j'en ai fait le serment qu'on le fera voter. Et tous ceux qui ont la liberté de la presse à la bouche en ce moment devront cette fois passer aux actes et voter l'amendement Charles. Mercredi dernier, quand j'ai appris la nouvelle de l'attaque contre Charlie, je t'ai tout de suite appelé Charles pour te dire que j'étais avec toi, avec vous, que j'arrivais tout de suite. Et je me suis rendu sur place. Je n'avais pas encore compris ce qui se passait. Tu ne pouvais déjà plus écouter ce message. Les salons t'avaient abattu. Je n'oublierai aucune de nos rencontres. Et surtout pas celle traditionnelle qu'on avait à la fête de l'humanité. Tu voulais toujours qu'on fasse une photo, le poing levé, comme ça. Tu faisais toujours le poing comme ça.
C'était aussi ça ta signature. Quand tu me faisais des dessins, tu nous mettais toujours des points levés, et puis les outils, comme tu disais, en parlant du parti, histoire qu'on n'oublie pas d'où on vient, où on va, pour qui et pourquoi on se bat, contre qui on se bat aussi. T'inquiète pas, Charles, on est des gentils, comme toi, mais on sait où on va. On sait où on va, pour qui on se bat. Et on va continuer. Je n'oublie pas ce que tu avais dit après l'incendie de Charlie, en te moquant de ces cons qui, pour la première fois, t'avaient fait serrer la main de Guéant, qui était venu constater les dégâts à Charlie. L'élan n'avait pas été celui qui vient de déferler dans le pays, parce que trop de gens peut-être pensaient que ce n'était pas encore si grave. Et sur cet élan qui se manifestait déjà, timidement, tu avais dit, ça fait du bien. Aujourd'hui aussi, de nous voir si nombreux, ça fait du bien, même si ça ne console pas. On sait bien que demain, Charlie, la liberté, les exploités, les esprits libres, devront d'abord compter sur eux. Les rangs de la solidarité seront, c'est certain, un peu plus clairsemés. Mais on va travailler à ce qu'ils restent bien fournis, bien serrés, pour aller le plus loin possible ensemble. Ils ont voulu tuer la culture. Eh bien, nous allons répondre par la culture. Ils ont voulu tuer la liberté de la presse. Répondons par la liberté de la presse. Ils ont voulu tuer le rire et l'intelligence. Répondons par le rire et l'intelligence. Charles, dans l'histoire, dans le discours que j'ai prononcé devant 1000 de mes amis, de tes amis, je t'ai fait une blague en disant que je pourrais te remettre une carte de membre d'honneur du parti. Je t'assure, ça, c'était une blague. Et ce que je veux te dire, c'est que dans le cœur, de nous, tu es les nôtres. En décembre, au moment où au téléphone on avait parlé de ton amendement, j'étais au Chili, en délégation. Et je suis allé sur la tombe d'Allende. Sur cette tombe sont gravés les derniers mots du discours qu'Allende a prononcé dans la Moneda bombardée, avant de se faire assassiner par d'autres fascistes, de ceux qui t'ont abattu. Ces mots disent de nouveau, s'ouvriront les avenues par lesquelles l'homme libre pourra construire une société meilleure. Alors oui, Charles, ils t'ont abattu, mais on va continuer. Et puis je veux dire une dernière chose à toi et à tous tes amis. Rendez-vous à la fête de l'humanité 2015. Charles, on boira des coups, on fera des photos, on les racontera et on déconnera, comme d'habitude. J'ai retourné les lits, le linge sale, les jouets, les couverts, tout. Impossible de trouver ses lunettes, c'est presque étrange. C'est d'autant étrange que Charles, en fait, une de ses caractéristiques, c'était qu'il était extrêmement bigleux. Vous pouvez le voir là, sur la photo, sur ces photos qui sont démultipliées à l'infini en 8 par 4 dans les manifestations. Et c'était assez rare de le voir sans lunettes. Je l'ai presque jamais vu sans lunettes. Sauf une fois, il avait
géante à la poussière de mon appartement. Et certains d'entre vous vont peut-être demander parfois juste leur prête pour regarder comme ça, et c'était hallucinant, vous ne voyez rien. C'est à travers ces verres, le monde était entièrement déformé, diffracté comme ça par cette correction. Et en fait, je me suis dit, en fait, ce monde n'était pas tellement déformé, il était transformé. Et en fait, c'était véritablement une correction qu'il lui infligeait. Il y avait un véritable effet de loupe dans la façon dont Charles regardait le monde physiquement. Et je pense que son travail était un peu informé par ça. Charles, c'est un type qui, on l'a vu dans plein d'articles, etc. Par définition, pour plein d'entre nous, c'est le mec qui n'a pas de famille. Charles, c'est le loup solitaire qui vit tout seul. J'ai pas vraiment cette impression, c'est-à-dire que quand même un type à quasiment 50 ans, qui tous les mardis de sa vie vient à Pontoise dîner avec papa et maman, j'appelle pas ça quelqu'un qui n'a pas vraiment de famille. En dehors de son frère, Laurent, que j'ai rencontré, il avait beaucoup d'autres familles, parce que moi, quand j'ai rencontré Charles, il avait un autre frère, c'était Luz, il avait un nom qui s'appelait Ciné. Ensuite, il a adopté un gros bébé qui s'appelait Patrick Pelou. Ensuite, j'ai l'impression, là, vu la taille de la réunion de famille, que c'était pas complètement non plus solitaire. Et puis, en ce moment, il y a 4 millions de personnes dans la rue qui prétendent être les enfants de Charles. Je pense que ça va être la galère pour l'héritage. Et puis en plus, maintenant, sans compter la question des veuves, qui apparemment devient un marché porteur. Cette question de la famille, encore une fois, c'est une histoire de lunettes, c'est un effet d'optique. J'ai entendu une histoire qui se passe dans une classe de CE1 là, cette semaine, mercredi dernier. Plutôt que de jouer dans la cour de récré, les filles avaient procédé à l'enterrement d'un crayon. Et en fait, elles avaient fait un trou, en fait, elles avaient enterré un crayon, et elles avaient prononcé l'éloge funèbre du crayon. Alors il y avait les pour, les contre, tout ce qu'il avait fait de bien, c'est-à-dire qu'il avait des dessins, écrit des choses intelligentes, et puis les contre, c'était qu'il avait fait des pâtés, il avait fait des fautes d'orthographe, cette espèce de truc un peu symbolique avec le crayon, il y a eu beaucoup de dessins dessus, ça a déjà été fait par les CE. Donc en fait, on pourrait aussi dire tout ce que n'aimait pas Charles, mais ça a été dit à longueur de journaux aussi, parce qu'il avait même sa rubrique Charles n'aime pas les gens, et puis il avait même créé une collection de livres, Charles n'aime pas les fumeurs, Charles n'aime pas la retraite, ad libitum. En fait, ce qui est un peu moins raconté, c'est ce qu'il aimait. Charles, c'était quelqu'un d'assez sophistiqué en fait. Au fond, il était assez dandy. On connaît son goût pour la fatwa, ce qui est relativement dandy par les temps qui courent. Il adorait discuter avec les gens du Hezbollah, parce qu'ils avaient de la conversation. Il adorait rencontrer les mollahs iraniens à Homs, parce qu'il les trouvait bien habillés. Et puis Charles, cette sophistication, l'a trouvé dans sa littérature, en ce qu'il disait. Moi, je lui suis redevable de lecture fondatrice pour moi. Et en fait, c'est en réfléchissant à ces livres, en regardant dans ma bibliothèque, ceux qu'il m'avait offert, qu'il m'avait conseillé, que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Charles était quelqu'un de profondément matérialiste. Alors, pas matérialiste au sens du goût des choses, genre Rolex, il suffit de connaître sa garde-robe, juste de voir les meubles de son appartement, c'est pas le contraire. Matérialiste au sens philosophique, c'est-à-dire que pour lui, il n'y avait pas d'autre réalité que la matière. En ce sens, il était complètement étranger aux croyances, aux religions qu'elles soient cléricales ou qu'elles soient séculières, l'argent, le pouvoir, la musique classique. Et au fond, toute la bibliothèque de Charles, elle est marquée par son matérialisme. Alors c'est les livres d'Octave Mirbeau, les nouvelles de Tchekhov avec la petitesse humaine disséquée au scalpel, tout Balzac, la comédie humaine, les pathétiques efforts de la société bourgeoise pour agripper le pouvoir. Moi, j'ai découvert avec lui Mikhail Sholokhov, le seul prix Nobel soviétique. Il m'a offert le Don paisible, une histoire de Cosaque, 1500 pages, à peu près 1 mort par page en moyenne. Ça, c'est du solide. Voilà. Alors aussi, au lendemain de la disparition de Charles, on a sorti de la bibliothèque pour le relire un essai marqué par cette philosophie matérialiste, en fait, radicale. Un livre écrit par Charles en 2008. C'est pas là qu'on fait caca. Charles a été tué, aujourd'hui on n'a toujours pas retrouvé les lunettes, on n'y voit pas grand chose. Alors puissent nos yeux retrouver un peu l'acuité de son regard.